Allô, allô. Allô? Ah, ça y est, ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette présentation et ce débat autour du livre Le monde nazi, dont je vais faire une rapide présentation avant de donner la parole aux trois auteurs. On a la chance d'avoir les trois aujourd'hui. Voilà, je me présente, je suis Ève Scheftel, je suis journaliste à Libération. Et excusez-moi, je proposais aussi qu'on prenne un temps pour les questions, voilà, les 20 dernières minutes, j'imagine que vous en aurez. Première question qui vient, y a-t-il encore une énigme nazie ? Ou bien est-ce que le nazisme a-t-il été tellement labouré, en fait, la Terre a été tellement retournée par les historiens depuis 60-70 ans qu'il ne reste plus rien à découvrir, et que le sentiment, là je vous cite, est moins au mystère ou à l'énigme qu'à la submersion. Et submersion, le terme est bien choisi pour décrire, je vous cite de nouveau, l'océan de publications sur le Troisième Reich, auquel sont donc confrontés les historiens qui travaillent sur le sujet, mais plus encore les profanes comme nous qui nous y intéressons. Comment s'y retrouver ? Où en est-on de la querelle entre intentionnalistes et fonctionnalistes ? Par exemple, moi, j'en suis restée, en tout cas, à mes cours à Sciences Po. Donc, on va avoir un petit update. Où en est-on, par exemple, du débat autour, vous savez, du Sonderweg allemand, hein, est-ce qu'il y a un chemin ? Est-ce que l'Allemagne a emprunté un chemin, une voie particulière par rapport à la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis ? Est-ce que la grille de lecture d'Hannah Arendt dans les origines du totalitarisme est-elle toujours pertinente pour comprendre le nazisme, ou est-elle au contraire peut-être un obstacle à la manifestation de la vérité, ou en tout cas au progrès de la connaissance ? Hitler a-t-il donné un ordre, fameuse question, enfin la question clé d'extermination, ou bien le processus de décision obéit-il plutôt à une logique graduelle avec sa part d'improvisation ? Quelles sont les récentes avancées de la recherche ? Qu'a-t-on découvert ? Que reste-t-il à découvrir ? À quoi s'intéressent les jeunes chercheurs aujourd'hui ? La réponse, en fait, à ces questions donc, est dans ce pavé que voici, Le monde nazi. Plus de 600 pages, dont une bibliographie qui en fait plus de 40. Richement illustré aussi, avec un cahier photo à l'intérieur et puis des illustrations. Il y a un travail d'iconographie aussi qu'il faut saluer. Et voilà, et donc pour en parler, Le monde nazi, pardon, je précise, 1919-1945. On va y revenir, mais c'est important la chronologie. Et donc pour en parler, nous avons en face la chance d'avoir les trois plus grands spécialistes en France du nazisme, que je vais vous présenter rapidement. Bon, ça va faire des mécontents, mais bon, voilà. Johan, alors je prends par ordre alphabétique, de favori. Johan Chapoutot, donc vous êtes professeur à la Sorbonne. Vous pratiquez, spécialiste évidemment du nazisme et de l'Allemagne aussi également, vous pratiquez ce qu'on appelle une histoire culturelle du nazisme. Vous dites que pour comprendre celui-ci, il faut prendre au sérieux les idées et les représentations des nazis. Après votre thèse sur le national-socialisme et l'Antiquité en 2009, qui est paru en 2009, et votre HDR paru sous le titre La loi du sang en 2014, on vous doit la révolution culturelle nazie en 2017, et puis en 2020, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, donc peut-être nous aurons à reparler. Christian Ingrao, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au sein du Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron de l'EHESS, spécialiste donc de l'histoire du nazisme, mais aussi de la violence de guerre, et notamment sur le front de l'Est, puisque après votre thèse de doctorat intitulée Les intellectuels SS du Sicherheitsdienst, c'est ça, 1945, vous avez publié Les chasseurs noirs, essai sur la Sondereinheit Dirlewanger, qui est une monographie terrible. Puis Croire et détruire les intellectuels dans la machine de guerre SS, La promesse de l'Est, Espérance nazie et génocide. Et aussi, vous avez coécrit avec Johan Chapoutot une biographie d'Hitler.
Et le dernier texte intéressant aussi à lire, Les urgences d'un historien, avec Philippe Petit, qui est un entretien. Nicolas Patin, enfin, à vous, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Et vous aussi, vos thèmes de recherche sont centrés sur l'histoire de l'Allemagne de 1941 à 1945, l'histoire des élites politiques, du nazisme et de la solution finale. Vous avez soutenu votre thèse en 2010. Elle se nomme « La guerre au Reichstag, expérience de guerre et imaginaire politique des députés sous la République de Weimar », publiée sous le titre La catastrophe allemande, peut-être ça parlera plus, 1914-1945, et également une biographie de l'officier SS Friedrich Wilhelm Krüger, un bourreau Krüger, un bourreau ordinaire, peut-être aussi un criminel de bureau également. Écoutez, première question assez simple, pourquoi ce livre est maintenant, à quel besoin il répondait? Alors, je vais m'en charger avec la permission de mes camarades. La première chose qu'il faut dire, c'est que votre présentation était vraiment hyper intéressante parce qu'elle montrait l'éventail des savoir-faire qui peuvent se mobiliser quand on écrit ensemble. On a d'un côté un historien des cultures et des savoirs, en second lieu un historien, c'est le matériau composite le plus improbable, mais qui est à la fois un historien du social et de la quantification et du politique. Donc deux histoires qui ont très longtemps été séparées et clivées même. Et puis un historien en gros de l'anthropologie et des imaginaires chez moi. Et en fait cette alliance des savoirs, elle a permis de déployer dans le livre des choses qui sont assez rarement présentes en même temps. C'est-à-dire qu'on a à la fois une étude idéologique extrêmement importante et qui fait un peu exploser les cadres chronologiques sur ce premier chapitre. Puis on a des études sur des sociologies du militantisme, de l'électorat, etc., et dans le même temps cette étude de l'État. Et donc écrire ensemble, ça nous a permis en fait de mettre en place tout ça. Ça, c'était pour votre première question. La question ensuite, pourquoi ce livre maintenant? Je rajouterai quelque chose à ce qui déjà me semble faire que c'était une bonne idée d'essayer. Vous avez parlé des intentionnalistes et des fonctionnalistes. Il y a une troisième génération d'historiens qui était apparue dans les années 90, avec la chute du mur de Berlin, l'ouverture des archives à l'Est. On a découvert un océan d'archives, c'est cet océan dont on parlait ici, et une troisième génération d'historiens qu'on va appeler, qui se sont chargés de deux problèmes. Le premier problème, c'était l'appréhension locale et concrète des politiques d'occupation en Europe, et notamment en Europe orientale, et puis de l'autre, la question des auteurs des violences nazies et de la façon dont on pouvait analyser les basculements, les militantismes, etc., etc. Et puis, depuis 10 ans, cette troisième génération, elle connaît ce qu'on appelle en économie une crise des rendements décroissants. C'est-à-dire que plus les travaux se mettent en place et désormais de moins en moins d'innovation. Mais, par contre, il y a une quatrième génération qui est en train de se lever, et ça c'est un moment assez merveilleux parce que on voit des gens un peu plus, en tout cas un peu plus jeunes que moi. Ces gens sont plus jeunes que moi aussi. C'est voilà. Mais moi, pour quelqu'un de mon âge, c'est assez merveilleux de voir quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, des travaux qui nous permettent d'éclairer mieux un certain nombre de choses. Donc et notamment, vous seriez plutôt de la troisième génération en quelque sorte, enfin celle des violences. Exactement. Non, mais... Moi, je suis un vieux schnock de la troisième génération. Et voilà. Et d'accord. Et le livre s'inscrit dans quoi? Fait la synthèse de ces générations en quelque sorte. Alors, si on peut dire. Le livre, il fait deux choses. Il fait d'abord, il y a cette troisième génération, elle a produit une masse de résultats qui sont extrêmement importantes. Et je pense que le temps de laisser pour globaliser tout ça et pour avoir une vraie histoire de l'expérience de l'Europe en guerre. Ça, c'était important, et ça, je pense que le temps était venu. Et en même temps, commencer à rendre compte de cette vague qui se lève, en montrer les cohérences, montrer ce que ça peut avoir d'excitant à voir ça. On a aussi essayé de le faire transparaître dans ce livre. D'accord, ce que vous appelez l'Erfahrungsgeschichte, c'est ça? C'est ça, Erfahrungsgeschichte, oui. Vous avez un bel accent. Vous voulez en dire un mot, germaniste. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, justement, parce que c'est un aspect du livre sur cette Erfahrungsgeschichte, peut-être Non, juste compléter ce qu'a dit Christian.
qui a oublié un aspect qui est lui-même, en l'occurrence. Puisque, en fait, il y a eu pendant longtemps en France une historiographie du nazisme qui était complètement décorrélée de l'historiographie allemande. Tout simplement par incompétence linguistique, par fainéantisme, par rapidité éditoriale, par médiocrité intellectuelle, etc. Christian, non mais voilà, on est entré dans ce monde-là avec des livres qui étaient improbables. Il se trouve qu'il y avait un seul universitaire qui avait vraiment fait le travail de labour historiographique, qui était professeur à l'université de Strasbourg, qui était Pierre Essobéry, qui est un très très grand monsieur et dont l'histoire de la société allemande sous le Troisième Reich, qui a été publiée en 1998, reste aujourd'hui une référence. C'est très impressionnant. C'est un très très grand monsieur. Et il se trouve que lorsque Christian Ingrao a commencé à travailler en DEA, il était en contact avec Pierre Essobéry et à l'ancienne, il a échangé avec lui épistolairement. Et la deuxième personne qui a fait ce travail d'exploration historiographique en Allemagne, un travail vraiment absolument considérable, avec l'arrivée de l'outil technique des bases de données, dont tu es un turiféraire convaincu, c'est Christian Ingrao. Et ça a donné... Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'ensuite, il y a l'intuition, assez géniale, et puis il y a les mots pour le dire. Hein, donc ça, c'est assez rare comme réunion. Et ça donne la thèse de Christian, publiée sous le titre « Croire et détruire », mais publiée après, en fait, un premier ouvrage publié qui est Les chasseurs noirs, qui est un livre absolument immense. En fait, pour moi qui avait commencé, je sais pas, j'étais en DEA, c'est-à-dire en M2, en 2002-2003, je rencontre Christian, je lis ça, j'arrête tout en fait, parce que ça a été un choc. Un choc épistémologique, un choc historiographique, un choc sensible aussi, parce que c'est une écriture sensible au cœur et à la raison, pour reprendre Pascal, et en fait ça a tout changé. Voilà. Et je pense que si ce livre existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le travail de Christian. Qui d'ailleurs n'est pas si âgé que ça, mais qui était très précoce. Voilà, donc il fallait le dire. Alors, peut-être que Nicolas Patin, ce que je voulais vous faire dire en fait, c'était le but de magazine, mais c'est bien, c'était que ce livre répondait quand même aussi à la nécessité peut-être qu'il y ait une synthèse aussi pour les enseignants du secondaire ou le grand public. On en a parlé en préparant ce débat, Nicolas Patin. Il manquait quand même un super manuel. Hein, je dis, voilà, un manuel du manuel en quelque sorte, au sens... qui fasse le point sur tous les débats aussi dont j'ai évoqué rapidement, les grandes questions historiographiques dont on n'a pas forcément idée, nous, aujourd'hui, quoi. D'un point de vue pragmatique et pour rebondir sur ce que viennent de dire Christian et Johan, en fait la réalité c'est que tous les trois pendant des années on a fait aussi des formations pour les enseignants du secondaire au mémorial de la Shoah. Donc voilà, les enseignants de toutes les académies venaient au mémorial et nous on présentait différentes thématiques et chaque fois que ces rencontres se terminaient, les collègues nous disaient on n'a rien en fait, on n'a pas d'outil de synthèse pour lire vite. Alors on leur disait vous pouvez lire ça qui fait 1000 pages à chaque fois, Christopher Browning, mais il y avait cette envie d'un outil pratique qui soit une synthèse, une somme. Un livre c'est aussi l'éditeur Judith Simoni qui est au premier rang chez Talandier, où en fait le livre s'est un peu transformé au fur et à mesure d'un manuel qui est quelque chose de bon. Un manuel, c'est pas que c'est pas compliqué à écrire, c'est que bon, on y va, on dit ce qu'il y a à dire, on met des images. Il s'est transformé en une synthèse et puis sous la pression de mes deux amis, peut-être dans encore quelque chose de plus. C'est un essai, c'est-à-dire une interprétation générale. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même content, c'est-à-dire que en langue française, parce qu'on sait très bien que les collègues et le grand public lit pas l'allemand. Donc nous, on lit les bouquins en allemand, en anglais, parfois un peu en polonais, un peu en russe, et de dire, bon voilà, vous avez cet outil-là, et la synthèse au sens chimique du terme a abouti à ce que la colonne vertébrale de l'ouvrage, sur les questions que vous avez proposées, tienne autour de 2 ou 3 éléments qu'on va évoquer par la suite. Le premier, en ricochet de ce que viennent de dire Johan et Christian, c'est que c'est une histoire internaliste du nazisme. C'est-à-dire que le travail que Christian avait proposé de plonger dans la tête des juristes SS d'en croire et détruire, de plonger dans l'univers mental d'un Dirlewanger, ce que Johan ensuite a poussé, mais avec ses méthodes, en faisant une histoire culturelle, idéologique, des références à l'Antiquité dans le nazisme, de la question de la race qui envahit tout l'univers mental dans la loi du sang, et que moi, à ma très modeste échelle, j'ai travaillé sur la biographie de Kruger, sur ce qui est mon dada, à savoir l'impact de la Première Guerre mondiale sur la structuration des mentalités de ces hommes-là, fait que
le monde nazi, on parlera sûrement peut-être un peu du titre, mais c'est pas, allez-y. c'est pas un monde de la politique étrangère, même s'il y a un chapitre que Johanna a rédigé. C'est un monde de la plongée dans l'interne, de comment cette idée politique est née chez ces hommes-là, et très peu de femmes, on y reviendra sur la sociologie, et a ensuite produit des effets à partir de la prise du pouvoir, et évidemment dans la guerre. C'est le monde de la vision du monde. C'est le monde de la vision du monde. De la Weltanschauung. Voilà, exactement. C'est le monde Weltanschauung, de cette conception du monde. Ça, c'est la première ligne directrice. La deuxième, elle va avec, c'est cette chronologie. Et là, bon, j'avoue, c'est mon côté... d'habitude, je suis plutôt en train d'être critique avec tout ce que je fais et tout ce que les autres font. Mais là, je suis très fier. C'est-à-dire que cette chronologie 1945, elle est inédite. Elle est inédite en France, elle est inédite à l'étranger. Cherchez un livre en allemand ou en anglais qui embrasse 1945 en faisant une histoire du nazisme. Une histoire de l'Allemagne, oui, ça existe. Il y a le bouquin de Michael Witt, il y a des choses, mais cette plongée-là, elle permet de penser la rupture de 1933 et de la réinstaurer dans le temps long. C'est-à-dire qu'on voit comment tout naît en 18-19, se développe, arrive au pouvoir et produit ses effets sur l'Europe entière. Et ça, c'est le dernier élément, c'est que c'est une histoire qui est en même temps allemande et européenne, mais ça, on va y revenir, puisqu'en fait, elle propose... et ça, on va en parler, hein, mais de regarder comment... C'est une histoire allemande, c'est évidemment quelque chose qui se joue dans l'Allemagne de l'époque, mais c'est aussi une histoire européenne, dans l'amont et dans l'aval. Alors, pour aborder le fond de l'ouvrage sur 1919, parce que c'est votre première partie, j'ai oublié de préciser, donc il y a 3 parties. Oui, c'est ça. Comme... On n'a pas fait Sciences Po, quoi. Ouais, c'est ça. Et Cannes pour rien. Et en plus, Sciences Po, c'est plus les 2 parties. Pour moi, c'est la Cannes, les 3 parties. Voilà, alors, la conquête du pouvoir, la première partie, donc jusqu'en 1933, donc 1933. Enfin, en fait, pas 19, parce que vous remontez justement, le premier chapitre de la première partie s'appelle « Une vision du monde », justement, à l'histoire longue. Deuxième partie, anatomie d'une dictature. Donc là, c'est 33 jusqu'à 39. Et la dernière partie, une guerre génocide. On reviendra sur ce thème intéressant, évidemment, donc 39-45. Peut-être sur l'impact voilà, de la Grande Guerre, 1919. Pourquoi 1919 ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui va être aussi déterminant, en fait ? Alors, sur le travail qu'on a fait sur le plan, qui était un peu décisif, parce qu'il fallait non seulement qu'on trouve une place chacun, mais ça, c'est pas un problème, on se connaît depuis 20 ans, mais c'était de dire comment on va articuler dans le choix des chapitres une argumentation qui soit intéressante. Et le premier chapitre, c'est Johann, ce qui fait à merveille, c'est-à-dire expliquer que les idées nazies ne sont pas spécifiquement allemandes. Le nazisme est une synthèse allemande d'idées européennes. Tout ce qui est de l'ordre de la race, de l'antisémitisme, de l'ultranationalisme, il faut vraiment avoir envie de le faire pour se dire que l'affaire Dreyfus, c'est l'Allemagne, que les pogroms de Kishinev en 1903-1904, c'est l'Allemagne, ou que la raciologie de Gobineau et de Vacher de la Pouge, c'est des Français en fait, mais c'est pas allemand. Donc Johann pose ce paysage idéologique, mais il demeure pas moins qu'il faut dire, mais pourquoi à un moment c'est l'Allemagne quand même ? Et ce moment, c'est la sédimentation de la Grande Guerre. Ça suffit toujours pas, parce que la Grande Guerre, d'autres pays l'ont vécu. La France l'a vécu, l'expérience de guerre, la brutalisation. Et c'est dans ce moment de 18-19 de la sortie de guerre que va se lier peut-être la première pièce de puzzle de l'accélération, de cet ancrage spécifiquement allemand et radical des idées de cette Europe de l'époque. Pourquoi ? Parce que traumatisme de la défaite, interprétation par l'extrême droite de l'époque d'une théorie du complot comme quoi la défaite allemande ne serait pas liée à une défaite militaire, mais à la révolution allemande qui commence après la défaite, qui commence le 3 novembre, et donc qui dit révolution dit communiste, qui dit communiste dit juif. N'oubliez pas qu'à l'époque, vous avez des charters, ça n'existe pas à l'époque, des charters de l'extrême droite russe en train de fuir la révolution bolchevique, qui arrivent en Allemagne, qui arrivent en Europe en disant « nous on sait ce que c'est la révolution, ils sont tous juifs ». Donc tout ça va travailler dans l'Allemagne de l'époque, et c'est un moment qui est fondateur. Attention, pas pour toute l'Allemagne. À l'époque, vous avez 1 million de socialistes, 400 000 communistes. Cette Allemagne, elle est diverse. Elle est diverse politiquement, vous avez le catholicisme politique, vous avez des libéraux. Voilà, l'Allemagne de Weimar, qui débute dans cette république. Mais pour l'extrême droite, c'est un moment de bouillon de culture fondamentale. Et si vous regardez en régressant d'une certaine manière tous les nazis les plus importants, ceux qui vont construire le début du parti, c'est à ce moment-là que ça se joue.
pour Hitler comme pour les autres. Pour Ernst Röhm, pour Göring, mais aussi pour à l'époque, le parti nazi, c'est pas énorme, hein, c'est 3000 militants, mais c'est les 3000 que vous allez retrouver au poste de pouvoir par la suite. Donc ce moment est une explosion fondamentale de cette radicalité de la sortie de guerre. Et peut-être, Christian Ingrao, on n'a pas idée, et on se rend compte en lisant ce livre, sur le plan psychologique, ce que ça a représenté, cette défaite, pour les soldats, en fait, qui se retrouvent démobilisés. Et ils se disent, mais en fait, tous ces sacrifices ont été vains, avec une haine, un désœuvrement, une haine, un ressentiment, etc. Y compris, d'ailleurs, ce que vous dites, c'est le discours aussi dominant, y compris des généraux, hein, qui, plutôt que d'assumer finalement la défaite, vont donner dans la théorie du complot et le coup de poignard dans le dos, enfin le fameux, peut-être un mot de cet état d'esprit aussi des soldats allemands et de la société allemande, en fait, défaite puis humiliée ensuite. Ouais, il y a quelque chose dans ce continuum qui est de l'ordre d'une sorte de panique collective, hein, qui se diffuse dans le corps social allemand. Avec des éléments qui peuvent même transcender l'appartenance partisane, hein, le fait que le traitement de l'Allemagne dans l'après-guerre par les traités de la banlieue parisienne est un traitement ignominieux, c'est partagé par les socialistes et par les nazis et par les libéraux, etc., etc. Il y a quelque chose donc qui est de l'ordre d'une sorte d'angoisse de disparition collective de l'Allemagne en tant qu'entité politique, et voire plus que ça, qui s'installe, et le nazisme constitue quelque chose comme une espèce d'appareil idéologique et d'univers émotionnel de remédiation à tout ça. C'est-à-dire que le nazisme se présente à la fois comme, je vous l'avais bien dit, ça s'est passé comme ça, c'est la faute des Juifs d'un côté, une espèce d'analyse du présent, et dans le même temps, c'est une promesse de refondation socio-biologique, et ils disent, mais on va traverser tout ça, et on va créer une nouvelle société, etc., etc. Vous dites, alors je ne sais pas qui a écrit cette phrase, mais qui se désigne, la grande force de la Weltanschauung nazie, donc la vision du monde nazi, à la fin de la Grande Guerre, d'offrir dans les épreuves d'une crise gigantesque une herméneutique du réel. Vous avez reconnu, hein? Je faisais un petit blind test, hein, voilà. En désignant donc herméneutique du réel, en désignant causalité et coupable, ainsi qu'une pratique du salut, en proposant de mettre fin à la misère et au malheur. Du coup, incroyable. Johan. C'est le terme que vous avez employé tout à l'heure, et le bon, vision du monde. On est au-delà de l'idéologie, en fait. Le terme d'idéologie, alors mon camarade est chez Raymond Aron, hein, mais le terme d'idéologie est trop faible pour désigner ce à quoi on a affaire quand on parle du nazisme. Je préfère le terme de culture, parce que là, il y a quelque chose de l'ordre de la profondeur, de l'investissement existentiel, de la pervasion, au fond, des thématiques, des raisonnements et des mots dans la totalité du réel. Et au fond, reprenons ce terme allemand de vision du monde, Weltanschauung, qui, comme d'habitude, a été capté et volé par les nazis à un autre registre, hein, qui est celui de la philosophie de la connaissance, et qu'ils ont ensuite revendiqué pour eux-mêmes. Et ce terme de vision du monde dit explicitement de quoi il s'agit, parce que, de fait, c'est une herméneutique du réel. À un autre moment, je parle de panherméneutique, parce que, de fait, ça explique tout. Absolument tout. C'est-à-dire tous les malheurs de l'Allemagne, puisque les nazis dépeignent l'histoire de l'Allemagne comme une longue vallée de larmes, depuis Hermann le Chérusque jusqu'aux années 20, en passant par la catastrophe de la guerre de 30 ans, l'explosion du Saint-Empire romain germanique, les drames de la surindustrialisation et la surmodernisation allemande depuis 1871, etc., etc. Donc ça explique tout, mais en même temps, et Christian le disait, ça offre une perspective de sortie. Ça offre quelque chose de l'ordre de ce que Christian a travaillé, qui s'appelle l'eschatologie. Et de fait, je pense qu'on utilise ce registre religieux dans notre analyse, dans notre lecture du phénomène nazi, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, en l'occurrence. De fait, le nazisme va bien au-delà de ce qu'au XIXe siècle on appelait les doctrines politiques. Là, vraiment, c'est très 19e siècle, c'est très libéral, c'est très formel, c'est très superficiel, une doctrine. Là, une vision du monde, une culture, ça va fouiller beaucoup plus profondément, et c'est quelque chose qui est de l'ordre du religieux. Le religieux au sens définitoire anthropologique, c'est-à-dire le lien entre les vivants, et le lien entre les vivants et les morts, mais aussi entre la vie et la mort. Et de fait,
lorsque vous avez fait l'expérience, et Christian le montre bien, d'une mort de masse aussi abondante que pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'on parle souvent des 1 800 000 morts au front, mais il faut rajouter les 700 000 morts civiles au minimum, épuisés par la famine, épuisés par la maladie du fait du blocus. Vous rajoutez 300 000 morts de Deutsche Österreicher, en l'occurrence en Autriche, vous arrivez aux millions de morts civiles. Pour la Première Guerre mondiale, eh bien, cela, vous ne pouvez pas véritablement en faire le deuil, vous ne pouvez pas le prendre en charge, vous ne pouvez pas l'affronter si vous ne mobilisez pas quelque chose qui est de l'ordre d'une transcendance. Alors, la transcendance habituelle, on va dire et d'une gratification symbolique aussi, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Il offre ça aux gens, finalement, une forme de... Alors, mais au-delà de ça... de réparation narcissique. Oui, et la transcendance habituelle, qui est protestante, catholique, chrétienne, n'est plus vraiment disponible, parce que de fait, elle a été invalidée par l'ordalie de l'histoire, hein, au fond, puisqu'on a perdu. Et puis, par ailleurs, on est dans une phase de déchristianisation rapide, et très rapide. Hein, la dérivée négative est très puissante en Allemagne à cette époque-là, et ce n'est plus disponible comme auparavant. Et là, vous avez quelque chose de l'ordre d'une religion politique qui vous permet, au fond, de mobiliser une transcendance nouvelle, qui est une transcendance immanente. C'est ce que vous avez évoqué, la loi du sang, c'est ce que j'avais beaucoup travaillé pour le coup dans ce livre-là, une transcendance immanente qui est une nouvelle forme de transcendance, qui n'est pas nébuleuse, céleste ou sidérale, mais qui est interne, qui est charnelle. C'est votre sang, c'est votre race, c'est la votre race, chair. la supériorité de la race. Et voilà. Et donc, lorsque vous avez des nécrologies dans la SA, par exemple, dans les années 20, vous avez toujours ce réinvestissement de cette formule archaïque religieuse qui est il est mort auf das Deutschland lebe, avec ce subjonctif 1 archaïque, qui est que voilà, il est mort pour que l'Allemagne vive. Et c'est précisément de cela qu'il s'agit, voyez. Avec aussi une culture très paranoïaque, hein, ça vous le montrez, c'est-à-dire que c'est, en quelque sorte, pour les Allemands, c'est eux ou nous, c'est les Juifs ou nous. Alors, on le sent déjà avec la thèse du coup de poignard dans le dos, ou en quelque sorte... C'est structural en Allemagne depuis le XVIIe siècle, au fond. Le traumatisme fondateur, c'est la guerre de 30 ans. C'est-à-dire cet épisode de l'histoire européenne que l'on ne connaît pas en France, parce que c'est beau mais c'est loin, si vous voulez, et alors qu'en Allemagne, c'est vécu très intensément, et c'est rethématisé de manière récurrente, réitérative, tout au long du XIXe siècle, au moment de la construction du récit national, etc. La guerre de 30 ans, c'est l'expérience d'une ouverture à tous les vents, d'un territoire qui n'est défendu par aucune frontière naturelle, et sur lequel, au fond, tout le monde vient se battre. Du nord, les Suédois, de l'est, les Russes, du sud, les Autrichiens, les Espagnols, du nord-ouest, les Hollandais, et de l'ouest, les Français. Et ça a suscité une forme de mentalité obsidionale, vraiment structurelle, qui est qu'on est entouré d'un monde d'ennemis, c'est d'ailleurs le titre d'un essai à succès avant la Première Guerre mondiale, Eine Welt von Feinden, et il y a cet imaginaire du feu roulant, du feu permanent, contre et autour de l'Allemagne. Sperrfeuer Deutschland. Voilà. Donc on est assiégé en permanence et l'Allemagne est toujours victime, par définition. De toute façon, elle ne veut que le bien et n'est que bonté, donc elle est toujours victime. Et les nazis, comme d'habitude, reprennent cette thématique-là et la portent à incandescence pour dire que toute ontologie germanique est assiégée de toute éternité et que cette fois-ci, il va falloir mener une guerre décisive. Voilà, si on veut que ça cesse. D'où aussi le succès de cette notion, le Lebensraum, l'espace vital qu'il faut conquérir pour être moins à l'étroit dans nos frontières, en quelque sorte. C'est très juste. Et justement, on parlait, Nicolas, en vous répondant, on parlait de ce corpus d'idées européennes dont les nazis ont fait la synthèse et que ni les nazis ni les Allemands n'ont inventé. L'eugénisme, le darwinisme social, l'impérialisme, le capitalisme, le racisme, l'antisémitisme, c'est pas vraiment des trademarks allemandes, si vous voulez. Ça vient d'ailleurs, et ça vient notamment des métropoles coloniales. Par contre, il y a quelque chose qui est pour le coup, il me semble, à l'épreuve, si vous voulez, de la comparaison spécifiquement allemand, et qui se noue dans les années 1870-80, qui est la notion, alors, de ce qu'on appelle, nous, espace vital, dans une traduction qui n'est pas la bonne, si vous voulez. Lebensraum, c'est littéralement, mais alors formellement, littéralement, le biotope. Hein, Leben, bios, Raum, topos, c'est le biotope, c'est un concept des sciences naturelles, qui est translaté aux sciences humaines, dans ce grand mouvement, on va dire, spenceriste et social-darwiniste de la fin du 19e siècle, où on va expliquer toute réalité humaine par la nécessité naturelle. Et ça, c'est quelque chose que les nazis reprennent, et effectivement, il y a dans l'idée de biotope, l'idée qu'il faut pousser les murs, il faut s'étendre, il faut jouer ce jeu à somme nulle, qui est celui de la guerre raciale. Hein, le Russe doit mourir pour que nous vivions.
devise d'une 10e division d'infanterie de la Wehrmacht. C'est un jeu absolument nul. Il faut opérer une prédation sur les territoires, en extraire les nutriments pour, au fond, réaliser la vocation naturelle de la race germanique, qui est de produire la substance biologique. C'est-à-dire faire des gosses et les nourrir. Mais beaucoup de gosses, puisque les projections démographiques, ça va jusqu'à 200 millions, 400 millions, 600 millions, 1 milliard d'Allemands à échéance de 200, 300, 400, 500 ans. Nicolas Patin, à vous maintenant. 1928. En 1928, je trouve ça absolument sidérant et c'est vraiment. Je trouve que votre livre fait vraiment émerger cette question incroyable qui est qu'en 1928, le parti nazi, le NSDAP, remporte 2,6% des suffrages. Et 5 ans après, je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Donc 2 ans après, il est déjà la deuxième force politique de la République de Weimar, et 5 ans après, il est au pouvoir. Et cette accélération, je pense que voilà, je m'adresse à vous puisque vous avez travaillé justement sur les députés, 1500 députés, je crois, du Reichstag. Vous avez analysé les parcours. Comment vous expliquez cette accélération vertigineuse? Merci. Je pense qu'en écoutant Johan, dans tout ce qu'il dit et ce qu'il vous livre comme cartographie politique et idéologique, enfin idéale des nazis, on peut se dire, mais quand est-ce qu'elle se met en place? Est-ce que c'est 41? Non, c'est déjà là. Dans les textes des années 20, tout ça est déjà fait. Et donc, moi, en l'écoutant, je ricane, parce que historien du social, etc., vous imaginez vraiment que les nazis sont arrivés au pouvoir avec ce programme-là? Enfin, je veux dire, voilà, moi je fais toujours ce syllogisme, les nazis sont antisémites, donc les Allemands sont antisémites, donc ils votent pour les nazis. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, mais on va voir qu'on peut tisser quelque chose. Parce qu'effectivement, quand on regarde le nazisme en interne, on a tendance parfois, pour les années 20, à le surdimensionner. Et moi, pour ma thèse, qui était incroyablement intéressante, vraiment, 1674 députés, ça intéresse beaucoup de gens, les nazis, en 1928, c'est le parti animaliste, quoi. Ils font 2,6%. 2,6% et ça, bon, quand même. Je pense aux enseignants qui sont ici, ou c'est Debout la France, bon, pardon. Et voilà. Mais je pense aux enseignants dans la salle... si on commence à rentrer dans le narratif dans lequel on était jusque-là, on se dit, c'est logique, ils arrivent au pouvoir, puis... Mais non, en fait, en 1928, ça n'existe pas. 2,6, c'est rien. Donc il faut remettre ça dans le contexte, et ça ne fait que rendre plus éclatant les paradoxes de cette prise du pouvoir, qui se joue dans une crise extrêmement rapide. Mais on va lier tout ça. Je passe sur les détails narratifs, chronologiques des années 20. Ils sont dans le livre, Le Putsch de la Brasserie, 1923, très connu. Mais si on veut vraiment donner une image de ce qu'est le nazisme, de sa fondation en 1919 jusqu'à la crise de 29, j'y viens après, c'est rien. Bruit de criquet, il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, il passe de 2% à 2%, bel effort. Et en termes de militants, alors là, bon, des chiffres, je peux vous en agonir, ils en ont marre de moi, ils veulent plus me parler, mais le nombre de militants, vous le trouvez dans les annexes, parce que ça c'est pareil, il n'y a pas beaucoup accès aux chiffres consolidés. Donc le nombre de militants nazis dans les années 20, de toutes les années 20, c'est 50 000. Alors certes, aujourd'hui, les Républicains ou le Parti Socialiste seraient contents d'avoir 50 000 militants. À l'époque, c'est une blague. C'est une blague. Le Parti social-démocrate, ils ont 1 million de militants. Le Parti communiste, ils ont 450 000 militants. Et même les vieux schnocks du Parti conservateur d'extrême droite, le DNVP, même eux, les agrariens de l'Est de l'Elbe, ils ont 800 000 militants. Donc vous voyez bien que, encore une fois, 50 000, c'est rien. Ça n'existe pas. Alors vous voyez, quand on dit ça, on se dit, mais alors, comment ça a pu marcher? Enfin, comment 5 ans plus tard? Alors, ce qu'on défend toujours dans cette idée, c'est qu'il y a une culture militante malgré tout qui va naître. Ce que disait Johan à l'instant sur cette herméneutique, sur cette eschatologie, moi je le regarde avec mes outils qui sont aussi, tu l'as fait aussi dans la documentation photographique avec ce très beau titre, Le nazisme, une idéologie en acte. C'est-à-dire que tout ça se traduit aussi dans les très petits cercles des militants les plus durs du parti, dans une culture pratique, une culture virile. Alors là, je dis juste une petite chose. Il y a eu des très bons livres ces dernières années sur les femmes sous le nazisme. Wendy Lower, Elissa Mailander. Oui, d'accord, après 1933. Mais dans les années 20, le parti nazi, c'est 96% d'hommes. Donc c'est une culture virile, une culture de la violence, une culture de la destruction physique des ennemis politiques. Et cette culture s'enchâsse dans un mensonge, une usurpation politique absolue, qui consiste à dire que quand on est un SA de 25 ans, moyenne d'âge du parti, 25 ans, des hommes jeunes qui se battent en ayant l'impression de vivre 14-18. Mais ils ne vivent pas du tout 14-18. Ils cassent la figure à des communistes en étant bourrés dans des brasseries.
Voilà. Alors, vous voyez, le paradoxe continue d'avancer, mais comme on a besoin d'être rassuré quand on est dans le paradoxe, on se dit, mais c'est bon, c'est pas grave, il y a la crise de 29. Et en fait, alors là, c'est probant. Et quand on fait cours, on a besoin de choses simples, rapides, qui peuvent vraiment parler aux élèves. 1928, élection de mai 1928, législative, le parti nazi fait 2,6%, ils ont 12 députés. 2 ans plus tard, 14 septembre 1930, ils ont 107 députés et ils font 18,3%. C'est leur première énorme victoire à l'échelle du Reich, multipliée quasi par 10. Enfin bon, voilà. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé la crise de 29. Sauf que c'est bien évidemment beaucoup trop bêtement monocausal. Et on y viendra juste après, enfin, je vais le dire maintenant, parce que ces conquêtes électorales, elles vont grossir encore plus pour arriver à l'apogée du 31 juillet 1932, où les nazis là n'ont plus du tout 107 députés, ils en ont 230. Ils sont la force majoritaire du Reichstag et ils obtiennent 37,3% des suffrages, qui est le deuxième meilleur score de la République de Weimar après le SPD en 1919. Peu importe. Comment ça s'est fait ? J'avance un petit peu. Dans vos manuels scolaires, vous avez une magnifique courbe avec la crise, le chômage, les votants pour le nazisme. Sauf que là, on nage en pleine désinformation. Alors, je ne suis pas complotiste, c'est pas que les gens veulent mal faire, c'est qu'avec le temps, on perd un certain nombre de connaissances, et donc vous allez retrouver partout sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, c'est les ouvriers et les chômeurs qui ont voté pour Hitler. Donc, crise. Ça fait partie des nombreuses idées reçues que le livre quand même remet en question. Bien sûr, Johan, juste après, remettra l'autre idée reçue. Hitler est arrivé légalement au pouvoir, mais moi je m'occupe juste de les chômeurs et les ouvriers ont porté Hitler au pouvoir. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, alors je vous épargne les bouquins de 900 pages en allemand avec que des tableaux statistiques. Je l'ai fait pour vous, c'est cool. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se joue. Le vote nazi est pas du tout un vote ouvrier. Alors évidemment, quand vous obtenez 37,3%, quasiment 40% des votes, il y a des ouvriers qui ont voté pour les nazis. Il y a des paysans, il y a des bourgeois. C'est une question de surreprésentation ou de sous-représentation. Le vote nazi n'est ni un vote de chômeurs. Les chômeurs votent pour le Parti communiste. Vraiment, vous voyez, il y a des trucs un peu... Des fois, on en a marre, en fait, d'entendre toujours des bêtises. Donc, non, les chômeurs, ils votent pour le Parti communiste. Les chômeurs du monde des employés, des cols blancs, ils votent un petit peu pour les nazis. Mais le vote du chômage est un vote communiste. Le vote ouvrier, il va vers le SPD, le Parti social-démocrate, et le KPD. Ils sont extrêmement sous-représentés dans le vote nazi. Donc, si on peut arrêter de répondre... En fait, c'est des fake news de la guerre froide. Il fallait montrer que les communistes n'étaient pas gentils, donc ils ont fait leur job. Enfin, les gens qui répandaient ces informations-là ont fait leur job. Et du coup, je termine. Ce vote nazi, c'est un vote petit bourgeois, protestant, rural et des villes rurales. Et il nous dit quoi ? Il nous dit que le vote n'est pas un vote de la crise, il est un vote de la peur de la crise. On retrouve cette panique, un vote de la peur de la prolétarisation, du déclassement, et un vote de la peur du communisme, avec un appauvrissement de l'offre politique dont va nous parler Johan, qui est que les nazis arrivent à transformer l'offre politique pluripartite. Il y a 32 partis aux législatives de 1928. La proportionnelle, c'est bien, mais pas toujours. Et en fait, ils arrivent à appauvrir le monde politique en disant c'est les communistes ou nous. Et la droite va se prendre les pieds dans le tapis en courant après l'extrême droite, mais c'est une histoire que mon voisin va nous raconter. Alors, juste pour faire la transition, vous écrivez que ce qui constituait la nouveauté du nazisme, donc par rapport à tout ce marigot de partis völkisch d'extrême droite, c'était ce mélange de jeunesse, de violence et de démagogie illimitée. Alors on peut peut-être dire un mot, la jeunesse vous en avez parlé, mais de la violence justement, y compris à l'Assemblée, la bordélisation des députés nazis à l'Assemblée, et aussi fait partie aussi les intimidations d'opposants, etc. Je pense que ça c'est important de le dire. Une des choses qu'on essaye d'apporter, alors je me tournais vers Johan parce qu'il a publié un livre qui s'appelle Au PUF, le meurtre de Weimar, où il revient sur cette violence dans la rue. Les chapitres années 20, c'est moi qui les ai faits. Il y a une chose que je voulais restituer dans le caractère un peu chiant, érudit, de connaître tous les hommes politiques de la République de Weimar, c'est que le nazisme, c'est tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi de la politique politicienne au pire sens du terme, c'est-à-dire l'attaque des opposants, l'intimidation, l'insulte en permanence. C'est-à-dire que les nazis, vous les connaissez pas, les gens dont je vais parler, c'est pas important, mais c'est aussi la promesse du Reich millénaire, mais c'est aussi, on déteste Karl Severing, le ministre de l'Intérieur de Prusse, parce qu'il est socialiste et qui réprime les nazis. On déteste le chef de la police de Berlin, Bernhard Weiss,
parce qu'il est juif et qu'on l'appelle Isidore. Et donc il y a une constellation de corruption, d'intimidation. Et les nazis, et ça, bon, vous êtes grands, vous tracerez tous les parallèles dont vous avez envie. C'est vous qui faites le job. Mais non, mais c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les opposants politiques, socialistes, communistes, ont peur parce que bien avant 1933, je pense à Otto Burwitz, c'est un député communiste. Les nazis le suivent chez lui, ils tirent avec des revolvers devant chez lui en disant on finira par te pendre. Et on n'est pas en 1933, on est en 1931, 1932. Donc il y a cette politique de l'intimidation, de la calomnie, les procès qui en suivent. Et de la victimisation. Et de cette victimisation qu'on retrouve, je fais vite, mais ce qui est intéressant par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est que les nazis vont réussir, dans cette fin des années 20, quand même à avoir une efficacité. Ils vont reprendre ce monde de victimisation, de souffrance, de paranoïa, et ils vont l'appliquer à la crise de 29, en disant à ces jeunes hommes désœuvrés par le chômage pour certains, ou par cette peur, etc., ils vont dire c'est maintenant, nous sommes des victimes de la République de Weimar, qu'ils appellent le système. Bon, voilà. Et avec ça, ils vont quand même réussir à conquérir une certaine adhésion, pas dans les votes, mais dans le militantisme de certains jeunes, et ça va construire une certaine base. Donc et cette violence, elle s'exerce évidemment dans la rue, et ça, c'est fondamental. Si on se dit les nazis sont violents à Berlin, dans les grandes avenues, etc., de 4 millions d'habitants, bon voilà. Mais non, c'est pas là. Ils sont dans des petits villages de 400 habitants, de 1000 habitants. Ils occupent la rue, comme vous dites. Ils occupent la rue. Magnifique livre de Timothy Allen qui s'appelle Une petite ville nazie. Dans une ville de 1000 habitants, ou si comme moi vous venez d'un village de 400 habitants, quand vous avez 10 nazis, il n'y a pas besoin de plus, qui font le salut sur la place centrale, bah vous êtes un peu embêtés parce que soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Et vaut mieux pas être contre eux. Donc vous voyez, c'est une technologie de violence qui va, elle aussi, appauvrir les possibles du politique, avec nous ou contre nous. Juste un chiffre, 457 morts et 1154 blessés dans des combats politiques entre 1923 et 1931. 457 morts. Ensuite, ça explose parce que le gouvernement Brüning finissant interdit les SA et les SS en avril 1932. Et ensuite, quand l'entourage présidentiel, parce qu'il y a tout un jeu institutionnel aussi, une modification de la Constitution en 1930 qui de parlementaire devient présidentialiste et qui d'ailleurs a donné notre Constitution de 1958 qui est directement inspirée de la Constitution de Weimar dans sa torsion présidentialiste de 1930. Via René Capitan, via Michel Debré, qui étaient des fins observateurs de ce qui se passait en Allemagne à l'époque. Donc là aussi, ça peut donner à réfléchir, parce que quand on voit d'où vient notre Constitution, on se dit que ça a quand même mal terminé, cette histoire. Donc il faut peut-être être un peu prudent vis-à-vis de ces réalités constitutionnelles et peut-être changer les choses. Enfin, ça, c'est un autre débat. Quand l'entourage présidentiel décide d'écarter Brüning, l'homme de l'austérité, etc. Parce que de fait, sa politique économique est une catastrophe. L'austérité, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Bon, voilà, là aussi. C'est fascinant de voir, Nicolas disait que parfois on est un peu là de répéter des choses, des évidences, de rappeler que l'eau ça mouille et que 2 et 2 font 4 et pas 32. Ce serait bien quand même que de temps en temps on ouvre un livre d'histoire pour se rendre compte que oui, non, toute chose étant égale par ailleurs, l'austérité est une catastrophe. Enfin bref. Mais quand on décide de le remplacer, c'est-à-dire l'entourage présidentiel, la Camarilla, on décide également de l'écarter parce que Brüning a une idée de réforme agraire qui menace directement les intérêts égoïstes de classe, personnels, d'Hindenburg, de son fils et de tout l'entourage du Reichslandbund, enfin des grands agrariens de l'Est. Eh bien, on essaie d'agréger les nazis au bloc bourgeois qui est au pouvoir. Et ça, c'est la manœuvre de von Schleicher, qui rentre au gouvernement à ce moment-là. Et un gage qui est donné aux nazis, c'est de réautoriser les SA et les SS. Alors, les nazis ont 2 exigences au printemps 32. 1, vous réautorisez nos milices. 2, vous dissolvez l'Assemblée, le Reichstag. Et puis, il fallait surtout pas faire, parce que les nazis étaient en dynamique. Toutes les élections locales, municipales, régionales le montraient. Surtout pas dissoudre à ce moment-là. Là encore, peut-être que... Enfin bref... Et avec un résultat qui est tout à fait à l'avenant. On est en train de franchir le point Goodwin, là. Pas du tout, non, pas du tout, justement. Ça, c'est quelque chose que, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé pour un livre à venir, où je fais un épilogue, parce que j'en ai vraiment ras la casquette qu'on m'oppose le point Godwin, dans la mesure où c'est vraiment le pont aux ânes le plus lamentable qui soit, parce que la comparaison en histoire, ça existe, l'analogie, c'est fondateur, et la comparaison, elle est permanente en histoire. Et donc là, vraiment, il est très, très important de rappeler ces choses-là, et de dire que nous faisons de la comparaison en permanence.
permanence. Nous faisons la comparaison en respirant quand on est historien. Voilà. Et ensuite, il y a tout un appareillage épistémologique très élaboré, très fondé scientifiquement, qui permet de faire des analogies de structure. C'est juste que vous nous faites peur parce qu'on se dit qu'avec le budget d'austérité de Michel Barnier, on va finir sous une dictature comparable aux nazis. C'est juste pour rassurer les électeurs. Et donc le deuxième gage qui est donné, je vous le disais, c'était d'autoriser les milices nazies. Et pour le coup, ça donne 100 morts, plus de 100 morts politiques à l'été 1932. Donc là, on voit une explosion du nombre de morts politiques. Et Nicolas le disait, la violence est une modalité légitime d'expression du message politique. Ça, c'est un héritage de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est la brutalisation des sociétés européennes, c'est Georges Mossé, etc. Et c'est également cette espèce d'usage ou de vécu vicariant, au fond, de la violence, puisqu'on n'a pas vécu la Première Guerre mondiale, on est jeune, on veut faire comme dans les tranchées, et de fait, pour le coup, quand on fait une bagarre dans une brasserie, on appelle ça eine Saalschlacht, une bataille de salles. Et moi, je m'étais amusé, si vous voulez, dans le meurtre de Weimar, à voir littéralement comment les journaux nazis relataient la dernière baston avec des communistes à Wedding ou à Altona, etc. C'est du vocabulaire militaire, c'est-à-dire que on a l'impression d'entendre teinter les mitrailleuses. Le tintement des verres brisés sur le crâne des opposants, c'est le bruit des mitrailleuses. Donc, et on s'exalte soi-même comme ça. Et c'est une violence extrême, puisque le meurtre de Weimar, donc, dans ce petit livre, c'est l'assassinat d'un ouvrier communiste d'origine polonaise dans son sommeil, qui est assailli par 5 types totalement bourrés à 3h du matin. Ils se mettent à 5 sur lui, 70 plaies ouvertes sur le corps, 2 balles dans le poumon, et le légiste montre que la mort est intervenue par écrasement de la carotide à coups de talon. Vous voyez ? D'accord, donc l'idée c'est qu'ils sont pas... les nazis n'ont pas accédé au pouvoir uniquement par les urnes, mais aussi par la violence. Les deux, voilà, c'est ce cocktail. Peut-être, on va pas avoir le temps, parce que je vois que l'heure tourne, de parler de ce que vous mettez en avant aussi dans la deuxième partie sur la dictature de la participation. C'est-à-dire que vous remettez un peu en cause, enfin c'est peut-être sans doute pas les premiers à le faire, mais le paradigme d'Hannah Arendt sur la société totalitaire. Voilà, Christian Grau, vous avez le micro, allez-y. Puis après, faudra qu'on passe à la partie sur la guerre génocide, que vous nous expliquiez peut-être l'origine de ce... Alors, en ce qui concerne ce que vous venez d'ouvrir comme débat, c'est quelque chose de passionnant. Évidemment, on n'est pas les premiers, mais par contre, ce qu'on essaie de synthétiser dans ces chapitres-là, c'est 2 vagues historiographiques. La première qui, à partir de la fin des années 80, du début des années 90, montre que dans les faits, comment est-ce qu'on peut imaginer maintenir la terreur dans une ville d'1 200 000 personnes avec 120 fonctionnaires de la Gestapo. Ça en fait 1 pour 10 000, vous voyez. Donc ces polices ne peuvent avoir d'efficace que si elles sont appuyées sur évidemment des réseaux d'indicateurs, on est bien d'accord, mais surtout et essentiellement par un contrôle social extrêmement fort qui vient spontanément des populations. Et c'est ce contrôle social, on le voit dans les lettres de dénonciation, elles sont la plupart du temps anonymes, mais d'elles émane ce qu'E.P. Thompson appelait une économie morale. Et via de nombreuses associations que créent les nazis, c'est ça aussi Alors, ça c'est autre chose. Autre chose, d'accord. Mais c'est d'abord et avant tout des gens qui sont choqués de voir que leur voisin enfreint les lois raciales et couche avec un juif ou une juive, etc. C'est ce genre de choses que j'appelais une économie morale. Et la deuxième chose, première chose, il y a quelque chose qui est de l'ordre du contrôle social qui émane de la société dans lequel elle dispose de marge de manœuvre et de ce que E.P. Thompson appelle une agency. Et puis de l'autre, il y a autre chose qu'il faut essayer d'expliquer, c'est le fait que les organisations qui sont les plus attractives pour les populations sont des associations de bienfaisance. L'œuvre d'entraide hivernale, qui tous les mois de novembre se met à faire des soupes populaires,
à recueillir des vieux vêtements pour les distribuer aux démunis, etc., etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réalisation de cette promesse nazie, qui était celle de la mise en place d'une Volksgemeinschaft, d'une société, d'une communauté populaire qui est censée, donc ça n'en est que la préfiguration, mais qui est censée apporter de la sérénité, de la bienveillance, éradiquer la question de la conflictualité, notamment la conflictualité de classe dans la société, etc., etc. Et le fait qu'il y ait quelque chose d'un début de réalisation de cette société, même si ces débuts, on essaie de le montrer aussi, c'est aussi, il y a beaucoup de faire savoir et pas beaucoup de savoir-faire. Mais on essaye les populations ont laissé se créer des liens extrêmement forts entre les appareils militants et elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une organisation comme le NSV, c'est 60 millions de personnes qui font partie de l'adhésion, parce que c'est des adhésions par famille. Il y a à peu près 12-13 millions d'adhésions, donc vous êtes à des familles à 4, vous êtes à 52-55 millions d'Allemands qui font partie de ces choses-là. Donc ça vous amène à remettre en question la vision finalement d'une société allemande très passive, terrorisée en quelque sorte, avec quelques résistants, pour faire bonne mesure en quelque sorte. Là, en fait, vous montrez qu'il y a quand même une adhésion finalement massive au régime nazi. Il y a une adhésion massive à certains aspects du régime nazi. Et ce qu'on essaye de montrer aussi, je crois, c'est Nicolas qui s'est occupé des appareils de terreur, mais ce qu'on essaye de montrer, c'est que le passage de la bienveillance et de la Volksgemeinschaft à la terreur, c'est un passage qui est parfaitement graduel. Je la fais en 3 secondes. Vous êtes militant social-démocrate et ça vous pète les rotules, tout ce que ces gens ont fait depuis 1933, vous êtes grognon. En 1937, les dames du NSV, elles arrivent chez vous et elles vous disent « Vous ne pouvez pas donner un petit peu d'argent pour les pauvres, etc. » Non, blam, vous fermez la porte un peu brusquement. Et puis une fois en 37, puis une fois en 38. Et puis quand arrive, je sais pas, on est en avril 39, quand arrive la 3e fois et que vous essayez de reclaquer la porte, il y a un pied qui se met dans la porte et la dame elle dit dites donc, ça fait 3 fois que vous auriez pas un petit problème avec tout ce qu'on est en train de faire. Et puis là, le type réalise son erreur, tu mais bien sûr que non, tenez, il donne son argent. N'empêche que 3 jours plus tard, le concierge il est beaucoup moins amical, que 15 jours plus tard, le contremaître il est devenu chiant et que en 41, 42, quand ça commence cet homme est fiché et il y a un dossier à la Gestapo. C'est de la pression sociale en quelque sorte aussi. Il y a un dosage entre terreur et intimidation. C'est très difficile de saisir le passage de l'un à l'autre. Puisque vous avez le micro, vous allez le garder pour qu'on aborde la dernière partie sur la guerre génocide. Ce terme, c'est vous qui l'avez forgé, c'est votre idée Mon idée, elle est grammaticale ici. On parle d'une intention parricide, etc. Ces mots sont à la fois des substantifs et des adjectifs, et j'estime que utiliser génocide comme adjectif est d'abord une bonne idée en langue, et que ça dit quelque chose aussi, ça rajoute quelque chose à l'étude de tout ça. Le génocide, tel qu'il se met en place à partir de 1942, est quelque chose qui s'est installé de façon graduelle et qui est indissociable de la guerre. Et donc, parler de guerre génocide, c'est à un moment rendre compte de ces gradients et de ces dégradés qui à partir de l'été 1941, deviennent des politiques qui sont des politiques meurtrières directes, et qui, pour le génocide des Juifs, se mettent en place avec une intention d'exhaustivité à partir de décembre 1941. Cela dit, le chapitre sur détruire, c'est lui qui l'a fait, et donc je vais lui passer le micro. Il n'y a pas de questions, sinon quel est votre rapport peut-être là à l'historiographie sur ce côté-là on le voit, nous, l'enjeu du livre, qui est encore une fois cette synthèse, c'est qu'on est obligé de brasser très large sur plusieurs périodes, sur plusieurs sujets. Et évidemment, il y a des dynamiques d'écriture, c'est-à-dire qu'on pense ce qu'on va faire, et puis quand on a écrit la base de la base de la base de la base de ce qu'on aurait voulu dire, le livre faisait 640 pages. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une frustration d'avoir voulu dire plus, pas lié à l'éditeur, lié à la logique d'un livre. Et arrivé sur le chapitre sur la Shoah, en sachant, alors là c'est dans la cuisine interne, Christian aurait pu l'écrire, puisqu'il a travaillé sur Dirlewanger, il a travaillé sur les Einsatzgruppen. Moi je sortais tout est relatif, de 7 ans, ça faisait 7 ans, mais j'avais publié Krüger, mais on sortait de l'édition scientifique de Mein Kampf. Voilà, on avait des choses en tête.
Et je me suis retrouvé à faire ce chapitre sur la Shoah, en sachant que là, s'ajoute à cette question de la place d'écriture toutes les questions éthiques de la parole donnée aux victimes, la place donnée à la parole des bourreaux, et puis des choses plus techniques qui sont liées à la publication de la troisième génération dont Christian a parlé, c'est-à-dire des dizaines et des centaines de monographies en allemand, en anglais, qu'il faut un peu digérer. Donc j'avoue, j'étais un peu intimidé, et avec cette question aussi qui était de dire quelle place on donne aux impulsions envoyées depuis Berlin, à la solution finale de la question juive, c'est-à-dire une politique publique centralisée par des acteurs bien connus à l'échelle du Reich, mais sur qu'est-ce que ça donne à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand vous avez la déportation des Juifs de Thessalonique ? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez Hélène Baird dans son journal qui parle de l'étoile jaune dans le métro à Paris ? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en mai 1943 dans le ghetto de Varsovie et avec aujourd'hui tout ce qu'on connaît très bien, mais qui rend en fait un tel chapitre très très difficile à écrire pour le respect qu'on doit aux victimes, comment le dire, mais aussi pour que ce soit tout simplement intelligible. Alors, de ce point de vue-là, pour essayer de dire ce qu'on a essayé de faire, l'idée, c'était de réinsérer ça donc à l'échelle centrale, à l'échelle locale, avec des débats qui sont très très techniques à l'échelle centrale sur la chronologie de la décision. Alors, c'est des débats que vous avez sûrement suivis parce qu'ils ont occupé le terrain en 2000, 2010, etc. C'est-à-dire quand, comment, qui décide la solution finale, avec parfois, alors c'est dans tout le respect que j'apporte aux collègues qui ont participé à ce débat-là, qu'est-ce qui s'est passé le 6 décembre 1941 à 12h10 à Cracovie ? Je peux vous le dire. Mais on finissait par peut-être perdre un peu les lecteurs et les lectrices parce que c'était devenu incroyablement technique. Vous aviez des historiens ultra compétents sur ces questions-là, Christopher Browning, Florent Braillard, Dieter Paul, etc., qui ont tous publié des choses très bien. Bon, il fallait que je le fasse en 3 pages. Et c'était cette idée de comprendre des idées assez simples. La solution finale, je le dis avec le terme des nazis, la solution finale de la question juive est un processus graduel. La décision de tuer les juifs d'Europe n'est pas un truc écrit dans le marbre dès 38-39. Quand on s'intéresse à la mutation de ces politiques-là, en fait, elles sont extrêmement compliquées. Les nazis ont d'abord en tête une solution territoriale, qui veut dire faire partir les juifs allemands, l'exil. Vous avez 550 000 juifs en Allemagne en 1933, ils sont 250 000 en 1939, avec ce moment très important des pogroms de novembre 1938, la nuit de cristal. Cette solution territoriale... Il ne faut plus appeler la nuit de cristal, après vous avoir lu, oui, c'est bon, fini. On connaît très peu... C'est ainsi que les Allemands ont nommé ces pogroms pour justement les minimiser en disant c'est une histoire de verre brisé. C'est un pogrom géant, en fait. Cet événement-là, il n'y a pas de bouquin en français sur la question. En fait, la nuit de cristal, c'est le terme nazi pour dire on a cassé 3 vitrines. Les pogroms de novembre, c'est pas spontané pour les profs, c'est pas du tout spontané, c'est organisé par la tête de l'État et c'est la destruction de la moitié des lieux de culte juifs en Allemagne et en Autriche. Il y a 1400 synagogues qui brûlent. C'est plus de 100 morts sans même compter les suicides et c'est le moment où les juifs allemands qui n'avaient pas été jusque-là déportés dans les camps sont manu militari pour 30 000 d'entre eux déportés dans les camps de concentration. Donc c'est un moment fondamental qui va accélérer ce fait de pousser à l'exil les juifs allemands. Il n'en demeure pas moins que, je me tourne vers Christophe parce qu'il aime bien cette expression, qu'avec la guerre tout ça va changer, mais la solution demeure territoriale. L'idée c'est de déporter les juifs à l'Est ou en Pologne, bon, je suis obligé d'aller très vite, et la politique d'assassinat ne naît qu'avec l'opération Barbarossa, dans le moment des Einsatzgruppen en juillet-août 1941, à l'échelle locale, donc pas du tout à Auschwitz, pas du tout cet imaginaire qu'on a des camps d'extermination et des centres de mise à mort, mais vraiment à l'échelle locale des Einsatzgruppen, et tout ça accélère avec la guerre. Je termine en disant qu'un des avec l'entrée en guerre des États-Unis, aussi. Enfin, en tout cas, il y a une controverse là-dessus que vous restituez bien. Oui, on n'a pas forcément le temps de s'étendre, mais c'est intéressant de savoir. Je devais le faire parce que cette question de l'entrée en guerre des États-Unis le 6-7 décembre, enfin de la manière dont l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis après Pearl Harbor le 6-7 décembre 1941, elle a souvent été considérée comme une date fondamentale pour savoir si Hitler et les nazis de Himmler à Heydrich décidaient l'extermination des Juifs européens, soit avant septembre-octobre 1941, là vous voyez, il en rentre déjà dans des trucs très techniques, mais parce qu'ils avaient gagné et que c'était un génocide décidé dans l'euphorie, on est en train de marcher vers Moscou, on est en train de marcher vers Stalingrad, donc on peut y aller. Et après cette date, une décision d'un génocide dans la peur, d'angoisse.
ça y est, on a une guerre sur deux fronts, on combat à Moscou et les États-Unis sont en train de rentrer dans la danse. Ça ressemble beaucoup trop à 14-18, en l'occurrence à 17-18 et la suite. Et donc un génocide décidé dans cette angoisse eschatologique. Bon, ce débat-là, avec l'idée que c'est les Juifs, la juiverie internationale, qui a déclenché cette guerre. C'est encore une fois eux ou nous. Sans être trop direct, cette question est dépassée. Quand on regarde le génocide à l'échelle locale, les choses sont beaucoup plus... comment dire que Hitler, la Shoah commencerait avec décembre 41, alors qu'il y a déjà des centaines de milliers de Juifs soviétiques qui sont morts dans les fosses. Enfin, faut revenir... Là, c'est tout l'intérêt de partir à l'échelle locale. Puis la dernière chose que j'ai essayé de faire, qu'on a essayé de faire, et ça, c'est... C'est un peu... On n'a pas pu conclure, parce que c'est encore des recherches qui ne sont pas terminées. Quelle est l'interaction... C'est pour ça que le chapitre s'appelle « Détruire ». Quelle est l'interaction de la Shoah, de la solution finale, avec toutes les autres politiques de destruction? Parce qu'en fait, il y en a tellement. La mort par famine de millions de soldats soviétiques. Voilà. À l'époque où commencent les décisions, on a 300 000 soldats soviétiques qui meurent de faim par mois. Comment penser l'interaction de la Shoah avec la politique qui vise les soi-disant handicapés mentaux? L'action T4, l'action d'extermination des enfants et des personnes adultes handicapées, elle commence largement avant la Shoah, elle commence même avant la guerre, août 1939. Comment penser l'interaction de la solution finale avec la politique que, pour le coup, Christian a étudié dans La promesse de l'Est, de ramener des soi-disant Allemands ethniques, ces Volksdeutsche, dans le Reich pour germaniser. Et alors là, on rentre dans une question qui est extrêmement complexe. Est-ce que, à certains moments, dans certains territoires, les nazis tuent les juifs pour faire de la place pour les Allemands? Vous voyez, ça pourrait contribuer, ce que je ne dis pas, à une sorte de minoration du génocide. Ce n'est qu'en fait un à côté de la politique de germanisation et du Lebensraum. Et ça, on conclut... On ne peut pas conclure parce qu'aujourd'hui, même les recherches allemandes les plus précises sur ce sujet montrent qu'on ne peut pas généraliser à l'échelle centrale, qu'à l'échelle locale, parfois, le faire venir des Allemands de souche est plus important que faire partir les Juifs et que deux fois, c'est pas le cas. Vous dites quand même que la seule politique publique qu'ils mènent jusqu'au bout, c'est l'extermination des Juifs. Et là, c'est pas pour passer la suite, mais c'est là où on se rend compte qu'on est dans une histoire européenne. C'est qu'en fait, toutes les politiques les politiques de germanisation, elles échouent en Pologne. Les Polonais en veulent pas, à d'autres endroits non plus. Il y a des résistances. Par contre, il y a un tel consensus antisémite à l'échelle européenne, à l'échelle des gouvernements, à l'échelle des populations. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des justes, il y en a eu. Mais il y a un tel consensus la Shoah, qui est un projet nazi, devient une réalisation européenne. Aujourd'hui, les chercheurs roumains qui travaillent sur le génocide en Roumanie vous disent qu'il n'y avait pas besoin des Allemands. On l'a fait tout seul. Pas que tout seul, mais même les Bulgares, ce qu'on appelle l'exception bulgare, donc là on fait cette histoire européenne. L'exception bulgare, c'est on a sauvé tous les Juifs. Sauf que quand on fouille, on se rend compte que oui, les Juifs bulgares en Bulgarie ont été sauvés, mais la Bulgarie occupait le nord de la Grèce à l'époque. Ils ont déporté 11 400 Juifs grecs sans problème et ils les ont livrés aux nazis. Et là on voit comment se lit cette histoire européenne. Peut-être Christian Ingrao ou Yohann Chapoutot sur cette question justement, là vous m'avez fait la transition qui est très importante et qui est très compliquée je trouve. Vous insistez vraiment sur le fait, on en a parlé au début, que le nazisme n'est pas un phénomène spécifiquement allemand. Donc voilà, on y revient, c'est pas il n'y a pas de Sonderweg, mais que c'est un phénomène européen. Et on verra peut-être, ce sera ma dernière question, voire occidental dans son essence. Alors, tout simplement, est-ce à dire qu'il aurait pu se cristalliser, éclore dans un autre pays, enfin en France, je vais poser la question comme ça, ou en Angleterre, dans la France qui a quand même émancipé les Juifs en 1789, dans la France, c'est vrai, où il y a eu l'affaire Dreyfus, mais c'est parce qu'en France, il y avait des officiers juifs dans l'armée, ce qu'il n'y avait pas en Allemagne, et où le père d'Emmanuel Lévinas disait un pays où où la moitié de la société se mobilise pour le sort d'un petit capitaine juif et un pays où il faut aller vivre. Lui venait de Lituanie, avec la mobilisation intellectuelle, etc. On n'a absolument pas eu ça en Allemagne. Voilà, donc c'était mon objection, mais je suis contente de vous entendre là-dessus. Je pense que pour répondre à votre question, là, il faudra mobiliser toute la science de Christian, puisqu'il y a des causalités profondes qui sont en jeu, d'ordre démographique, de structure démographique, de sédimentation culturelle. Mais moi, je voudrais juste revenir sur le chapitre dont il était question précédemment, le chapitre Détruire, parce qu'il est assez exemplaire de ce qu'on a essayé de faire dans ce livre-là, qui est à la fois une narration, parce que de fait ça se lit, et ça se lit comme une narration élucidante, et par ailleurs
une perspective, on va dire, métanarrative, c'est-à-dire une perspective historiographique qui est permanente. Et le chapitre rédigé par Nicolas l'exemplifie de manière très nette. C'est-à-dire qu'il est question, à chaque fois, de parler de la chose et de la manière dont on a essayé de connaître et d'exposer la chose depuis 1945 au moins. Et de parcourir tous les différents paradigmes historiographiques qui se sont succédés, qui ont été en débat, en conflit, etc., en controverse, et qui le sont parfois peut-être encore, jusqu'à des apories, on va dire, temporaires. On laisse les questions ouvertes parce que, de fait, on n'a pas encore tranché. Le consensus sapiorum, le consensus des historiens, n'est pas encore là. Et alors, moi, je trouve bon, j'ai énormément appris en lisant Christian et en lisant Nicolas, en lisant leurs chapitres, parce que de fait, Christian le disait au départ, on mobilise des styles historiographiques, des styles, on va dire, littéraires, et également des connaissances et des sensibilités historiographiques très différentes et très complémentaires. Donc moi, ça a été une école, en fait, de lire les chapitres des uns et des autres, et je pense qu'avec Christian, on a été bluffé par le chapitre de Nicolas sur... Non mais vraiment, là, c'est un truc qui nous a estomaqué, et puis Judith peut également en témoigner du côté de l'édition. Donc voilà. Alors ensuite, pour ce dont vous parlez... Moi, mon préféré, c'est le chapitre 7. C'est celui que Christian il a écrit. Société du geste. Et donc, c'est important de le redire. Et puis, pour votre question, ensuite, bon, c'est de la comparaison très complexe entre les différentes sociétés européennes. Ce sur quoi on a insisté, c'est vraiment une conviction profonde, née de la pratique des archives, de la pratique de la comparaison, de la pratique des historiographies, de la pratique des cultures et des langues aussi. Très important, les langues, très 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 important. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'histoire de l'Allemagne du nazisme sans lire l'allemand, ce qui est quand même un peu problématique. Bon, qui sont publiés aussi, enfin, c'est un peu curieux. Mais voilà, donc nous on mobilise des choses très, très différentes et très complémentaires, ce qui fait que de fait on a appris... J'ai pas saisi l'allusion, mais... On a appris les uns... Bon, ils se reconnaîtront. On a appris les uns des autres. Et quand on fait les comparaisons nationales, pour le coup, on se rend compte que c'est pas en Allemagne que ça se passe mal pour les Juifs, en fait, mais pas du tout. Et même plutôt, ça se passe plutôt mieux qu'ailleurs, mais sur une longue trajectoire historique. Depuis la politique de la Prusse, depuis le XVIIe siècle. Depuis le XVIIe siècle. Il y a quand même un pogrom en 1819, hep, là. Oui, alors ça, effectivement, ça fait suite à l'émancipation des Juifs de 1812 dans le territoire prussien, dont la Hesse, une partie de la Hesse fait partie à cette époque-là. Il y a des réactions sociales violentes. La sortie du ghetto, qui est à la fois topographique et sociale et intellectuelle, suscite... parce que tout simplement, sur certains secteurs, les Juifs sont meilleurs, quoi. Ils lisent et ils travaillent intellectuellement depuis plus longtemps que les autres. Il y a des professions qui leur sont interdites, ce qui n'est pas mais le cas. Mais qu'ils sont plus. Et justement, c'est ça qui pose problème socialement. L'armée... Alors l'armée, oui. Alors en Allemagne, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du domaine réservé pour ce qui est de la chose militaire. Mais sur le long terme, depuis le XVIIe siècle, c'est en Prusse qu'on se sent bien. C'est en Prusse qu'on se sent protégé. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, quand vous interrogez les populations de Ostjuden, vous allez en Pologne, vous allez en Biélorussie, vous allez en Russie, en Ukraine, dans les pays baltes, ils vous disent heureusement qu'il y a les Allemands. C'est les Allemands qui nous protègent depuis toujours. Si vous voulez, face aux Russes, face aux Polonais, face aux Ukrainiens, face aux Baltes qui nous pogroment à longueur de temps, ce sont les Allemands qui nous protègent. Et ça s'est réitéré pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui d'ailleurs ensuite a un effet retour terrible pour la Seconde Guerre mondiale, c'est que les populations juives locales ont été sidérées et vitrifiées par la violence nazie. Elles ne s'y attendaient pas. Parce que les Allemands, ils font pas ça. Sur le long terme de l'histoire, il s'est passé quelque chose qui a rompu avec une logique historique de long terme. Les Allemands ne font pas ça. Depuis le XVIIe siècle, et puis quand on remonte au Moyen-Âge, la thématique de l'alliance royale, les seigneurs allemands protègent contre les orthodoxes, contre les catholiques, etc. Les zones d'intolérance, c'est l'Autriche, c'est l'Est, c'est la France, c'est pas la Prusse, c'est pas l'Allemagne. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça, mais j'ai pas du tout le savoir de Johan là-dessus, et je professe mon entière incompétence sur la France. Donc j'étais très angoissé de devoir répondre à votre question, Ève. Mince, c'était pas le but. Juste deux petites choses. Enfin, c'est vrai qu'encore une fois, il y a l'histoire de l'Allemagne, il y a nous ce qu'on fait, ce dont on est spécialiste. On n'est pas spécialiste de tout, mais il y a aussi plein de livres. L'Ukraine, en 1918, c'est 100 000 juifs qui sont tués. 100 000.
Vous avez, alors il y a un livre en anglais, c'est Jeffrey Weidlinger, je pense qu'il va être traduit, mais vous avez le livre de Thomas Chopard, c'est 100 000 juifs qui sont tués dans la sortie de guerre. Et donc là, je t'entendais, c'est intéressant, d'où on compare. On compare toujours l'Allemagne depuis l'Europe de l'Ouest. Mais il faut aussi regarder de l'autre côté, et de l'autre côté, non sans tomber dans un autre essentialisme qui voudrait dire que tous les Slaves sont antisémites par nature, c'est pas le sujet, mais vraiment, voilà, il y a ça. Et sur cette question européenne, pour aussi, je pense, aller vers la fin, le livre est quasiment parfait, surtout du fait de ses auteurs, mais il n'est pas entièrement parfait. Et vous avez une sorte de valse, c'est-à-dire ou une ouverture. Il y a une sorte de... Le livre est construit de telle manière que le premier chapitre de Johann sur les idées européennes est évidemment une histoire de l'Europe, où on voit que ça se sédimente ensuite en Allemagne, et il se termine, le titre initial que notre terrible éditrice a refusé d'une manière horrible, c'était « De l'Allemagne des décombres à l'Europe des ravins ». Et le livre se termine. Bon, ok, bon, c'était peut-être pas très vendeur, mais et vous voyez, on ouvrait sur l'Europe et ses idées avec cette histoire conceptuelle, et on terminait sur la réalisation génocidaire qui est celle de ce projet nazi et cette réalisation européenne. Le reproche qu'on peut nous faire, et on l'accepte, c'est qu'effectivement, on aurait pu filer cette question européenne dans tous les chapitres centraux. Ceux des années 20. Le livre aurait fait 1000 pages, mais ceux des années 20, ceux des années 30, dans cette comparaison qu'on connaît bien, qui s'appelle la comparaison fasciste. Le modèle mussolinien, le fascisme roumain, les tentatives, mais on ne l'a pas fait parce que la structure argumentative du livre visait à montrer que certes il y a de l'Europe, mais que ces années 20 et 30, elles sont allemandes. Elles sont la création de cette singularité nazie. Et donc voilà, on a tenté cette histoire à deux échelles, et j'ai l'orgueil de penser que ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais poser une dernière question parce que j'aimerais bien que la salle puisse aussi prendre des questions de la salle. Sur la conclusion, justement, il y a une petite rupture de ton dans la conclusion, j'ai trouvé. On va voir, intéressant ça. Je sais pas si on a le temps d'en débattre, mais en tout cas, c'est une question que je voulais poser. Je crois que c'est vous, Johann, qui l'avez écrite. Non, vous assumez pas? D'accord, alors très bien. Alors, qui veut répondre? Vous expliquez qu'il n'y a pas eu vraiment de dénazification. Bon, ça, voilà, on le sait. À l'Ouest, en tout cas. À l'Est non plus. Ah, bon, d'accord. 18 000 morts. Hein, la dénazification en Allemagne de l'Est, c'est 18 000 morts. D'accord, parce que vous dites que voilà, le peuple ne pouvait avoir être qu'antifasciste. On sait aussi qu'il y a eu ce mythe-là, tous résistants. Enfin, bon, bref, et que en réalité, il n'y a pas finalement de rupture entre 45 et après. Vous dites, pour ne pas trop, je vais vous citer, pour ne pas trop se poser de questions sur l'Occident, dont il était issu, on s'accommoda du nazisme en circonscrivant le phénomène. Apparu en 1933, il aurait disparu. Je note le conditionnel, grâce à l'action résolue de démocratie et prise de liberté et d'égalité qui avait fait triompher le bien sur le mal, l'humanisme sur la barbarie et le libéralisme politique économique sur la dictature. Et vous dites, en fait, aux mêmes causes, les mêmes effets, la ségrégation aux États-Unis, les empires coloniaux et la violence dans ces empires-là, procèdent en fait de la même matrice que le nazisme, matrice que vous qualifiez de social-darwinienne, d'impérialiste et de raciste. Autrement dit, parce que moi je lis dans une tradition qui s'inscrit aussi dans la suite des travaux du philosophe George Agamben sur ce qui reste d'Auschwitz ou de Zygmunt Bauman, qui est de dire qu'il y a quand même une continuité finalement entre nazisme et démocratie, démocratie libérale. Le nazisme, dites-vous, n'est pas un accident, mais la sécrétion la plus cohérente, radicale et conséquentialiste d'une histoire occidentale. Donc c'est l'essence de l'Occident, en quelque sorte. Et j'ai envie de vous poser la question de façon un peu cash, mais où est le Treblinka du néolibéralisme ? Alors, je pense que la question ne se pose pas dans ces termes-là, vous vous en doutez. Et parce que vous avez voulu utiliser une image de concrétion très forte, mais qui correspond pas à la réalité. La violence est évidemment beaucoup plus diffuse. Elle est socialement organisée différemment. Elle est quand même présente quand on voit des statistiques de long terme de souffrance au travail, de suicide au travail, d'aliénation, d'exploitation, de destruction du vivant.
On est quand même dans la 6e extinction de masse du vivant. On a, je sais pas, une biomasse du vivant qui a diminué de 73% en 40 ans. On détruit, on sait détruire. Donc, si vous voulez la réponse, le Treblinka, il est peut-être là, vous voyez, dans une destructivité assez fondamentale qui a été beaucoup travaillée par des philosophes. Je pense à Gérard Rabinovitch, de la destructivité humaine, qui est particulièrement efficace de fait en Occident. Et le nazisme a été évacué au titre de révélateur ou de signifiant, c'est-à-dire ce qu'il est, parce que il faut bien vivre. Il faut bien vivre, il faut bien produire, il faut bien se reproduire, il faut bien se tenir dans le temps, il faut bien persister dans son être. Et après 1945, on a fait ce qu'on fait après des traumatismes de masse. On a inventé des récits, des discours, ce qu'on appelle des narratifs, désormais en bon franglais, mais qui tiennent du catéchisme, au fond. C'est mignon, mais ça ne tient pas 2 secondes, si vous voulez, du point de vue historiographique, culturel et politique. Le catéchisme, il y a une dimension morale qui est importante aussi dans le plus jamais ça. Enfin, il y a une dimension morale qu'on ne peut pas complètement évacuer dans les crimes nazis, je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, à vous lire, on a l'impression, mais je trouve, c'est peut-être l'objet du prochain livre, mais qu'il n'y a pas de différence de nature entre finalement le nazisme et les démocraties libérales, mais il y a une différence de degré ou d'intensité dans la violence. Voilà, puisque bon, vous dites le Treblinka pourrait être, assimiler l'extinction de masse, qui est un phénomène qui n'est pas quand même produit par l'homme, au centre de mise à mort du ghetto de Varsovie, parce que Treblinka qui est produit par l'homme. La 6e extinction de masse, c'est produit par l'homme. Ça, c'est prouvé. Ou alors on est climato. C'est pas produit par un État, mais c'est produit par un système. Oui, quand même. Ça, c'est une première chose. Juste une petite seconde. Vous avez parfaitement compris, c'est Johan, effectivement, qui a écrit cette conclusion. Vous êtes bien solidaire tout d'un coup. Évidemment, on l'assume totalement. Dans ce que vous avez lu, dans le passage très beau que vous avez lu, il y a un mot qui me semble extrêmement important, c'est le mot de matrice. Pourquoi ? Parce que la matrice est un outil de physique quantique qui sert à décrire les états d'un système, les états réels, advenus et potentiels. La modernité, notamment et surtout la modernité capitaliste, contient un certain nombre de virtualités et de possibilités. Et c'est pas parce que le Treblinka ne s'est pas réalisé dans aucune des démocraties libérales qu'elles ne sont pas responsables d'immenses massacres, de guerres extrêmement destructives, etc., etc. Juste, même le nazisme n'a pas réalisé toutes ses potentialités. La Première Guerre mondiale, l'une des armes qui a été employée, c'est les gaz de combat. Les nazis ont refusé de le faire. C'était inhumain. Vous voyez ? Donc, je pense que ce qui est intéressant et stimulant au-delà de la très belle écriture de cette conclusion, c'est effectivement le fait qu'on peut s'interroger sur ces questions de réalisation, de virtualité, etc. Et ça, je pense qu'on l'assume tous. De trivialiser quand même le nazisme ou de banaliser le nazisme en le comparant de la sorte. Je trouve. Écoutez, moi, mon avis, c'est moi j'ai passé mon dernier oral d'agrégation. Le 11 juillet 1995. J'étais déjà censé avoir fait de la maîtrise, etc., etc. Ce jour-là, Ratko Mladic est arrivé à Potocari et il a séparé une foule d'une vingtaine de milliers de personnes entre les femmes et les enfants d'un côté et les hommes de l'autre. Sous le nez de l'Union européenne qui, depuis 50 balais, était en train de dire plus jamais ça, never again, etc., etc. On a laissé refaire, remettre en place de grands massacres de masse de populations civiles sans défense. Donc, mon impression, c'est quand même que c'est plutôt ces discours complètement incantatoires qui ont été mis en place par nos sociétés. Et encore une fois, je ne m'exclus pas de ça, j'en fais partie. Pour moi, ce sont ces discours complètement incantatoires cette dégradation de l'antifascisme, etc., qui me paraît avoir joué un rôle de trivialisation du nazisme. Il nous reste 10 minutes, peut-être qu'on aura le droit à 5 minutes de plus, je ne sais pas. Si certains d'entre vous veulent intervenir, réagir à ce débat qu'on n'a fait qu'effleurer, mais qui est très important, je pense.
Il y a un micro qui va circuler. Oui, j'aurais été curieux de savoir, parce qu'on a parlé de... finalement, l'antisémitisme est peut-être la chose la mieux partagée du monde européen et de l'Est, mais l'idéologie, par simplification, je parle d'idéologie, l'idéologie nazie, c'est aussi, c'est surtout la hiérarchisation des races. Donc, tout en haut, l'Arien, le Norvégien, etc., et les Slaves et les Polonais, tout en bas. Et comment ça s'était reçu par la population dans vos lectures d'archives, etc. Autant l'antisémitisme, c'est assez clair pour tout le monde, autant comment les Allemands, en 1934, en 1940, recevaient le discours sur la hiérarchisation des races, donc la germanisation derrière, etc., etc. Mais il recevait très bien, et il le recevait tout aussi bien qu'en France. Lorsque vous regardez des manuels scolaires de géographie des années 30, de la Troisième République, vous avez les mêmes tableaux, les mêmes graphiques qui vous montrent les différents, comment dire, le dégradé ontologique, si vous voulez, entre une sous-humanité animale jusqu'au paroxysme de beauté, d'intelligence que constitue l'homme blanc. Et ce qui est très intéressant, et puis j'en reviens à votre question, après 1945, vous avez les mêmes de manuels. Vous regardez les manuels de géographie des années 60 en France, chapitre 1, les races humaines, et puis on vous explique les choses. Alors parfois, on ajoute un petit tempérament en disant que, dans l'histoire, parfois, il y a eu quelques exagérations regrettables, du fait de gens qui étaient un peu excessifs, notamment en Allemagne, qui étaient trop déterministes. Car nous, Français, nous sommes lamarckiens. Donc nous sommes évolutionnistes, nous sommes épigénétiques, et nous considérons que le noir, qui est quand même un état assez lamentable de l'humanité, peut tout de même progresser grâce aux Lumières de Jules Ferry, etc., etc., alors que les Allemands sont un petit peu plus rigoureux et excluants. Donc là aussi, petite nuance, différence de degré de nature, je reprends cette typologie-là. Et donc voilà, et ça, c'est des années 60. Le que sais-je sur l'anthropologie raciale en France, il est édité jusqu'aux années 80. Le que sais-je sur les races humaines, il est édité jusqu'en 1984. Voilà. Rassurez-moi, les profs d'histoire dans la salle, c'est plus dans les manuels, j'espère. Il y a d'autres bêtises maintenant dans les manuels. Merci pour ces brillants exposés. Est-ce que vous savez comment est enseignée en Allemagne cette période du nazisme ? L'enseignement est agencé de façon radicalement différente. Les programmes sont définis par les Länder et les profs disposent de liberté académique incomparablement plus importante qu'en France. Et donc, c'est très difficile de dresser un tableau, mais les savoirs académiques se diffusent extrêmement. Il y a même des chaires de didactique de l'histoire à l'université, et donc cette période fait partie des plus enseignées un peu partout. Et il y a une chercheuse de sciences politiques, Alexandra Heuser, qui travaille là-dessus et qui montre bien à la fois qu'il y a la percolation d'un savoir universitaire très rigoureux, et puis en même temps, on observe des phénomènes de trivialisation de tout cela, et elle travaille beaucoup de façon critique là-dessus. Moi, j'ai entendu récemment que le Vatican avait ouvert ses sources. Est-ce que vous, en tant qu'historien, vous attendez de nouvelles sources prochainement ? Je pense peut-être à la Russie ou à d'autres pays qui sont un peu plus éloignés et qui permettraient d'apporter un éclairage nouveau sur vos travaux actuels. Alors, sur le Vatican, c'est effectivement une question très intéressante qui a fait couler énormément d'encre depuis Costa Gavras, mais bien avant le Vicaire, avec cette question de la place de Pie XII et des autorités vaticanes dans tout ça. Donc je réponds juste parce que là, il y a un très bon livre qui vient de sortir, Nina Val-Bousquet, Les âmes tièdes, pour reprendre l'expression de Camus. Et alors c'est intéressant parce qu'elle montre comment il y avait, au moment de la déclassification voulue par le pape François du passé du Saint-Siège, des armées d'historiens et de journalistes pour consulter toutes ces archives. Si vous avez déjà fait du travail d'archives, et on n'en doute pas, ça se fait pas en 5 minutes. Donc le livre de Nina Val-Bousquet fait un très bon point là-dessus, parce qu'elle montre qu'en gros, tout simplement, il y a un anti-judaïsme
extrêmement répandue. Elle ne s'intéresse pas qu'à Pidou, c'est ça l'intérêt du bouquin, mais à l'ensemble des autorités. Ce que ça montre, c'est qu'effectivement, l'historien, les historiennes sont toujours à l'affût de peut-être un fond qui apporterait une nouvelle réponse. Le dernier grand séisme, c'est la chute de l'Union soviétique. Je donne un exemple qui est bien connu, mais qui est un parmi d'autres, le journal de Joseph Goebbels, qu'il a écrit tous les jours de 1923 à 1945, 43 000 pages, était à Moscou. Et c'est uniquement à partir de la chute du mur et de l'ouverture des archives soviétiques qu'on a pu y accéder avec une édition scientifique. Alors maintenant, où on en est, ce qui est sûr, je reviens sur ce que disait Johan, la maîtrise linguistique. C'est pas tellement qu'est-ce qui va être nouveau, c'est combien de langues on va parler et quel argent on va donner aux chercheurs et aux chercheuses en Pologne, en Hongrie, en France pour faire des post-docs, pour faire des thèses qui aujourd'hui produisent des recherches incroyables sur tel collègue à l'université de Poznan qui travaille sur la vision de telle gestion du ghetto dans la Pologne, des sujets dont on a encore besoin. Moi je pense que la question des ghettos aujourd'hui est un champ très important parce qu'on manque d'idées et d'informations là-dessus. Ensuite, sinon, là je me tourne vers vous, il y a l'intime. Se tourner vers les familles, c'est des choses qui fonctionnent assez mal. On a vu en France pour d'autres sujets, les grandes collectes pour 14-18, pour les souvenirs coloniaux de la France. Et alors ça a marché. Par exemple, la grande collecte pour 14-18, c'est 300 000 documents, mais 300 000. Les lettres, si vous montrez dans le livre, voilà. Par exemple, il y a eu 3 milliards de courriers échangés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc quand les Allemands disaient on ne savait pas, en réalité. Voilà, c'est un fonds qui est à Berlin. Correspondance. J'ai appris ça. C'est un fonds qui est à Berlin qui est très intéressant, qui a produit beaucoup de nouveautés, qui est le fond de ces lettres échangées par la Wehrmacht, qui montre que tout le monde savait, puisqu'ils envoyaient même des photos de juifs pendus à leur famille en disant c'est super. Et ils posaient devant. Et voilà, il y a eu l'exposition sur les crimes de la Wehrmacht en 1996-17, qui a été un grand moment de rapport à la mémoire en Allemagne. Mais sinon, c'est vrai que je ne pense pas me tromper qu'en disant, à part apprendre toutes les langues, ce qui est très sympa, et aller au bout de toutes ces archives locales, aujourd'hui, on est peut-être pas une fin, mais en tout cas un ralentissement, un rendement dégressif, je ne sais pas. Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Nicolas. En effet, il est très peu probable qu'on trouve des fonds d'archives significatifs. Peut-être des documents, ça peut arriver, etc. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais on a quand même fait le tour du documentaire. Les enjeux des réouvertures d'archives, c'est plutôt l'enjeu des archives de la destruction des archives ukrainiennes. Ça, c'est un vrai problème, mais c'est un problème qui touche quand même qu'à la marge l'histoire du nazisme. Ça touche beaucoup, par contre. C'est un désastre pour nos collègues qui travaillent sur le stalinisme, l'après-guerre, etc. Il faut le savoir. Et pour la Russie, les fonds d'archives qui avaient été accessibles de 89 il y a quelques années ont été microfilmés puis digitalisés à près de 80% par les Israéliens et par les Américains. Donc on a accès à ces archives-là. Peut-être qu'aujourd'hui la question qui se pose c'est celle des usages de l'histoire et de la mémoire. Un des gisements, encore une fois, parce qu'un truc fondamental, une distinction fondamentale dans l'étude notamment de la Shoah, c'est la distinction entre Opfer et Täter, les victimes et les bourreaux. Travailler sur les témoignages. On a beaucoup critiqué Spielberg quand il a fait la fondation Spielberg pour enregistrer des milliers d'heures de vidéos de témoignages, ce que fait aujourd'hui encore le mémorial de la Shoah. Alors évidemment avec cette avancée inexorable du temps qui fait que les derniers témoins sont en train de disparaître. Vous avez le père des Bois qui a reçu quelques critiques mais qui avec son association Yad Inunum est allé à la rencontre des témoins en Biélorussie et là effectivement c'est un gisement vivant, j'aimerais dire évolutif de nos sources possibles, mais il faut qu'on se prépare ce à quoi... Qui a popularisé l'expression Shoah par balle pour désigner les... Ce qui n'était pas sa meilleure idée. Mais juste pour les fusillades des Einsatzgruppen. C'est surtout qu'il a envoyé ses équipes... Christian Ingrao est un des spécialistes. Il a envoyé ses équipes interviewer les témoins dans toutes les zones de l'Est. C'est ça qui est important. Vous pouvez aller sur le site de Yad Inum, il y a toutes les interviews. Mais je dirais que d'une certaine manière, on se prépare peut-être à vivre ce qu'ont vécu les spécialistes de 14-18. Le dernier poilu français, Lazare Ponticelli, il est mort en 2008. Qu'est-ce qu'on fait après ? Je vous avoue que je suis un peu stressé, mais je sais pas ce qu'on fera. On fera des trucs. Peut-être qu'on prend une dernière question. Ouais. Une ou deux dernières, on peut... si vous n'avez pas trop faim. On a envie de rester, c'est infini.
Oui, bonjour, merci pour ces interventions. Vous appelez vos livres Le monde nazi et on comprend qu'au-delà de l'aspect de vision du monde, c'est essentiellement un monde allemand, européen, voire occidental. Et je me demandais s'il était possible d'intégrer dans l'histoire que vous faites les succès, par exemple, de la propagande nazie en Amérique latine ou dans le monde arabe, le fait qu'il y ait eu des gouvernements ou des dirigeants politiques pro-nazis en Irak brièvement et puis en Palestine également. Et puis, puisque vous poussez l'histoire, au moins dans la conclusion, plus loin et dans l'après-Seconde Guerre mondiale, expliquez la présence d'un von Leers en Égypte ou d'un Alois Brunner en Syrie. En gros, est-ce qu'en l'état des choses, il est possible d'élargir la focale ou est-ce que le monde nazi va rester décidément européen et occidental ? Alors, je vous réponds parce qu'on en a beaucoup discuté avec Ève pour préparer l'entretien il y a quelques jours. Ce monde nazi, c'est pas une volonté éditoriale de dire on va faire une histoire. On aurait pu faire histoire mondiale du nazisme. Ça fonctionne pas parce qu'on vient de vous dire effectivement que c'est une histoire avant tout européenne, même s'il y a aussi une histoire moyen-orientale et aussi une histoire aujourd'hui des suites mondiales, avec des sujets qui sont hyper intéressants. Je reviens sur le Vatican, mais vous avez le livre Les nazis en fuite, qui montre aussi comment le Vatican, le CICR, la Croix-Rouge, a aidé les nazis à fuir en Amérique du Sud, aux États-Unis et ailleurs. La réponse, elle est simple. Vous m'arrêtez. C'est qu'on n'a pas les compétences pour faire ça. C'est-à-dire que la conclusion de Johan sur la mémoire, sur l'après-45, qui est un sujet énorme, soit le livre faisait une fois de plus 1000 pages, ce qui est une réponse un peu simple, mais c'est vrai qu'on... Mais en fait, je ne pense pas qu'on avait cette possibilité de faire une réelle histoire mondiale du nazisme dans le temps du phénomène, 1945. On aurait pu pousser, mais on n'a pas fait. Et l'après, je vous avoue que je préfère la conclusion de Johan qui est percutante, qui pose, vous voyez qu'il y a eu débat sur qu'est-ce que c'est devenu, mais s'il avait fallu faire l'histoire de la mémoire, je vous renvoie, alors c'est vraiment en toute amitié, hein. Mais vous voyez, la réalité c'est qu'il y a un bouquin de 900 pages en allemand de Magnus Berchkel qui s'appelle Aufarbeitung des Nationalsozialismus, 900 pages sur que sont devenus les anciens officiers SS dans l'appareil d'État du ministère de l'Intérieur d'Allemagne de l'Ouest, qu'est-ce qu'ils sont, et ça, on n'en était pas capable. Nous, c'est vrai que malgré tout, à part Johan, on s'arrête plutôt en 45. Un livre à faire ? Lancez-vous. En tout cas, peut-être c'est une piste pour dire que voilà, ce n'est pas qu'une histoire d'Occident, peut-être. C'est peut-être plus universel, encore plus universel que ça. Je sais pas. On va s'arrêter là. Voilà, vous pouvez retrouver. Je vais dire.